Mesdames et messieurs, bonsoir et bon week-end à tous et à toutes. Le ministre de la Justice, Célestin Tounda Yakasende, vient d'être arrêté et conduit au parquet général près la Cour de cassation. Des plus amples informations sur l'arrestation du ministre de la Justice, Célestin Tounda, au cours de nos éditions ultérieures. Comme tous les vendredis, hier, le chef de l'État a présidé le Conseil de ministres. Je vous propose juste un extrait du compte-rendu de ce Conseil de ministres lu par le porte-parole du gouvernement. L'ordre du jour y relatif comportait 5 points, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des projets de texte. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République a porté sur 3 points, à savoir primo, l'exécution de l'accord cadre du 20 mai 2016 entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège. Secundo, les orientations concernant la remise et reprise des entreprises publiques concernées par les dernières nominations. Tertio, préoccupations soulevées par les cliniques Ngaliema et l'hôpital du Cinquantenaire en rapport avec la prise en charge des cas de la Covid-19. 1. De l'exécution de l'accord cadre entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège. Lors de la visite du chef de l'État à Rome au mois de janvier 2019, il y a eu échange des instruments de ratification de l'accord cadre entre l'État du Vatican et la République démocratique du Congo. À cette occasion, les parties se sont accordées sur le fait que la République démocratique du Congo et la Conférence épiscopale nationale du Congo fixent de commun accord la nature, la forme ainsi que les modalités de collaboration dans divers domaines, notamment pour concourir à la réussite de la gratuité de l'enseignement initié par le chef de l'État. C'est dans ce contexte que le chef de l'État a décidé de la création d'une commission mixte qu'il présidera et qui comprendra des experts de la présidence, de la primature et ceux des ministères sectoriels concernés, en particulier ceux des Affaires étrangères, de l'EPST et des Finances. À ce sujet, le président de la République demande au Premier ministre et aux ministres concernés de faire parvenir la liste de leurs délégués pour examiner le contour de cette question avant qu'elle soit examinée au niveau du gouvernement. 2. De la remise et reprise dans les entreprises publiques. Après la signature des dernières ordonnances présidentielles nommant les mandataires publics, le chef de l'État avait instruit le ministre du portefeuille de les faire exécuter par des notifications individuelles aux intéressés et de faire procéder à l'organisation de la remise et reprise entre les mandataires entrants et ceux sortants. Le président de la République demande au Premier ministre de lui faire part du rapport d'exécution de ces instructions. Beaucoup de choses ont été dites au sujet de ce Conseil de ministres dont vous venez de suivre le compte-rendu, des commentaires en sens divers qui ont enflammé la toile. À ce sujet, la présidence de la République a tenu à apporter certaines précisions. Je vous convie à suivre Tarcisse Kassongo-Mwema, il est le porte-parole du président de la République. Mise au point de la présidence de la République. Il circule dans la presse et sur les réseaux sociaux des messages faisant état d'un incident survenu au cours de la 37e réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 26 juin 2020, incident qui aurait mis fin brutalement à la dite réunion. Par la présente, le cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vient apporter la précision suivante. Devant participer à la réunion extraordinaire des chefs d'État africains, membres du Bureau de l'Union africaine, tenue par visioconférence ce même après-midi du 26 juin 2020, le président de la République s'est trouvé devant un cas d'empêchement. De ce fait, il a délégué, conformément à l'article 79 de la Constitution, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement,
le pouvoir de présider et de terminer la réunion du Conseil des ministres. Fait à Kinshasa le 26 juin 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Collongé-Lébérande, directeur de cabinet intérimaire. À l'ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives, l'heure est au bilan à mi-parcours annuel et c'est en rapport avec le Covid-19. Peggy Mukunda. État des lieux du processus ITIE-RDC de janvier à juin 2020. Le dispositif de l'arrêt RA 151/1624 du 12 juin 2020, rendu par les conseils d'État, ces 2 points étaient à l'ordre du jour de la session extraordinaire qu'a présidée la présidente, la vice-première ministre du Plan Élysée Mounembwe. C'était dans la salle Moulumba Lokoji du ministère du Plan. Concernant les premiers points, l'expert technique et responsable Franck Ndira a présenté l'état d'avancement du processus depuis janvier jusqu'à juin 2020, avec notamment le début des travaux de l'analyse des états financiers des entreprises publiques que les cabinets KPMG effectuent et les mesures du conseil d'administration de l'ITIE international quant à l'assouplissement des déclarations ITIE qui doivent s'adapter à la pandémie de la COVID-19. Le comité exécutif a prié les groupes techniques de travail de se réunir dans un bref délai pour passer en revue toutes ces mesures d'assouplissement et de revoir également les priorités en vue de permettre à la RDC de répondre aux recommandations du conseil d'administration. Quant au deuxième point, cette question a été traitée à huis clos. L'Amiba, la minière de Bakwanga, jadis fleuron de l'économie nationale, connaît des sérieux problèmes d'intendance. Des arriérés de salaire, de retraite non payés, un outil de travail obsolète, autant des dossiers que la direction générale de cette entreprise exploitant le diamant est venue soumettre au vice-ministre des Finances. C'est un cri de détresse que la délégation de la minière de Bakwanga, conduite par son président délégué général Paulin Lukusa, est venue lancer au gouvernement via le vice-ministre des Finances Junior Mata. En effet, une créance de 47 millions de dollars américains accumulée depuis plusieurs années doit être recouvrée. Parce que je vous dis qu'aujourd'hui, la société a des arriérés des salaires impayés, des décomptes finaux qui ne sont pas payés. Les gens partent à la retraite, ils ne sont pas payés, ils ne touchent pas le décompte final. Les gens partis à la retraite, comme la société ne payait pas régulièrement les cotisations sociales à la CNSS, les personnels qui est parti à la retraite, il est voué à la mort. Il n'a rien. Alors nous faisions des démarches parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine d'années que la société est en quasi-faillite. Donc là, vous savez, la province du Kasaï oriental, elle dépend en partie ou majoritairement, si je peux le dire, de la production de l'amiba. La santé de l'amiba, elle est médiocre. On ne doit pas se cacher la vérité. Le personnel MIBA est le plus malheureux pour l'instant dans la République. Alors que vous le savez que dans le temps, c'était le poumon économique. Mais aujourd'hui, nous sommes descendus plus bas, beaucoup plus bas. Regardez bien dans toutes les autres provinces, ça marche. Mais là, il suffit de booster un peu avec ce qu'on attend là. Eh bien, vous allez voir qu'on pourra, sans nécessairement recourir aux partenaires extérieurs, nous pouvons, avec nos propres moyens, produire parce que nous avons un gisement, notamment le gisement du massif 1, qui est au polygone minier. Il est tout aussi important, si pas plus que celui de Sassim, Chiboué. Et Chiboué, c'est encore une concession de l'Amiba. C'est depuis plusieurs années que l'Amiba survit, étant donné que la production est asphyxiée. Ce recouvrement pourra soulager tant soit peu la trésorerie de cette société minière qui a fait la fierté de la province du Kasaï oriental en particulier et celle de la République démocratique du Congo en général. À la recherche de subventions, des petites et moyennes entreprises, elles, pourront bénéficier de subventions de la Banque mondiale au travers d'un projet d'appui au développement des micro et PME. David Moubenga. Aussitôt dit, aussitôt fait. Un peu plus d'une semaine après que le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat ait donné le mot d'ordre appelant à l'accélération dans l'exécution du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM-PME en sigle, les choses sérieuses commencent avec la signature ce samedi 27 juin 2020
d'un contrat de mise en œuvre des concours des plans d'affaires entre le consortium Deloitte Afrique et l'unité de coordination du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM-PME en sigle, sous la supervision du ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo. Ce contrat, qui va déboucher sur une compétition des plans d'affaires, consiste à sélectionner les micro, petites et moyennes entreprises qui vont présenter les meilleurs plans d'affaires, et ce sont celles-là qui bénéficieront des subventions de la Banque mondiale. 4 villes ont été retenues, à savoir Lubumbashi, Matadi, Goma et Kinshasa. Le consortium Deloitte qui va assurer cette sélection a été retenu à cause de l'expertise avérée dont il dispose en cette matière. La signature de ce contrat est une preuve éloquente qui atteste que l'accélération exigée par le ministre Justin Kalumba dans l'exécution du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises en vue de répondre rapidement aux besoins des micro, petites et moyennes entreprises congolaises pendant la crise de coronavirus n'est pas restée lettre morte. Cette cérémonie, qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises, célébrée le 27 juin de chaque année et dont le thème retenu cette année est « Soutenir les micro, petites et moyennes entreprises pendant la crise de la Covid-19 » est tout un symbole. Vous l'avez certainement remarqué, les factures d'eau et d'électricité ont été revues à la hausse ces 2 derniers mois. Une situation préoccupante pour les consommateurs. Au niveau du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, l'on reconnaît qu'il y a eu tout de même certaines erreurs techniques du côté du prélèvement des index. Le ministère donc, invite les consommateurs à faire de recours pour trouver gain de cause. Mireille Ndeki. L'échéance de 2 mois de gratuité de l'eau et du courant électrique pendant la période d'état d'urgence sanitaire a pris fin. Les abonnés de la Régie des eaux et de la SNEL sont surpris de constater une augmentation de 30% de prix de leur facture de consommation. Les Quinois estiment que c'est une manière de récupérer les 2 mois pourtant supportés par le gouvernement. Faut-il payer le mois de mars et avril ou le mois d'avril et mai ? S'interroge-t-il. Nous sommes étonnés aujourd'hui de voir des factures de la SNEL du mois d'avril et mai qui ont été une gratuité plutôt de la part du chef de l'État, mais on nous demande de payer. Des questions qui trouvent leur réponse auprès du vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Punguluamba, invité de l'émission Le Grand Show sur les antennes de la télévision nationale. Je crois qu'il faut que les compatriotes comprennent. La gratuité ne concerne pas la consommation. La gratuité concerne le paiement des factures consommées. Personne aujourd'hui ne peut vous dire qu'il a payé la facture du mois de mars. Aujourd'hui, les factures qui reviennent dans nos maisons, ce sont les factures de la consommation du mois de mai qui sont maintenant remises au mois de juin. Raison pour laquelle nous sommes venus pour apporter ces précisions. Il y a eu effectivement gratuité, il n'est pas question qu'une décision du président de la République soit prise comme une escroquerie. Il y a eu une gratuité pour le mois de mars et d'avril. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui avec une facture de mois de mars, bien mentionné mois de mars, qui lui a été transmise pour qu'il paye, qu'il aille se plaindre auprès des services commerciaux des entreprises. Les plaintes sur terrain sont réelles et le vice-ministre Papi Punguluamba en est conscient. Il y a eu un problème de prélèvement de l'index. Lorsque les techniciens sont passés, ils ont prélevé les index du mois de février. Pas pour tout le monde. Hein. Il y a ceux qui sont passés après, pour c'est-à-dire d'abord attester l'index de février et annuler les index d'avril et mars pour maintenant prendre l'index du mois de mai. Il ne s'agit pas d'une surfacturation volontaire, mais c'est un problème technique. Et de lundi, les directeurs de la SNEL, tout comme celui de la Régie des eaux, vont réunir avec la commission d'audit informatique pour régler cette question. Occasion saisie par l'autorité pour interpeller les consciences. Dans la bonne gestion de ces ressources, le gouvernement de la République tient ainsi à atteindre sa mission, celle d'assurer une desserte équitable en eau et en électricité sur toute l'étendue du territoire national, et ce, afin d'améliorer le social des Congolais.
Dès ce lundi, le quartier administratif de la Gombe va retrouver son ambiance de tous les temps. En prélude justement à ce déconfinement, le bâtiment central abritant les services du ministère de la fonction publique vient d'être totalement désinfecté. José Baïtouambou. En prélude au déconfinement de la commune de la Gombe et Paris-Coché, l'administration publique prévue pour ce lundi 29 juin, le ministre de la fonction publique prend certaines dispositions question d'éviter la propagation de la pandémie à coronavirus au sein du bâtiment de l'administration publique. Dans le cadre de cette lutte de Covid-19, il est impérativement bon que tous les agents et cadres de l'administration publique puissent retrouver leurs droits dans le sens de travailler dans un environnement sain, gage d'un rendement efficace et efficient. Face à la propension de cette pandémie à travers le pays et plus particulièrement à Kinshasa, Yolande Bongobo Songo invite tous les fonctionnaires à connaître leur état. J'encourage tous les agents et personnels de l'État à pouvoir procéder volontairement au dépistage personnel. Il en va de l'intérêt de tous. L'opération consiste à la désinfection de ces bâtiments ainsi que l'atteste le ministre de l'Environnement Claude Nyamugabo. Ce complexe est un complexe administratif très important pour notre pays et donc les agents, les cadres, les cabinets des ministres qui sont ici doivent être protégés et c'est dans ce cadre que je suis venu. Je voudrais profiter de ceci pour féliciter ma collègue de la fonction publique qui a tenu malgré les problèmes des moyens, elle a tenu et aujourd'hui nous avons lancé ensemble cette activité pour pouvoir vous protéger tous contre la Covid-19. Les deux ministres ont été le premier à désinfecter certains bureaux, signalant que cette opération devra durer 48 heures. Au Congo central, les élus locaux s'investissent dans la lutte contre la pandémie. Les parlementaires né-Congo ont examiné les voies et moyens pour une forte mobilisation des moyens de riposte. Yvette Makuntima. Deuxième province durement touchée par les coronavirus avec un nombre qui avoisine 310 cas confirmés, le Congo central a plus que besoin de la solidarité nationale pour faire face à cette pandémie. Pour ce faire, les élus de cette province tournent leur regard vers le Fonds national des solidarités contre la Covid-19 institué par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Devant les élus du Congo central, le coordonnateur du Fonds national des solidarités de lutte contre la Covid-19 s'est montré pragmatique. Le pasteur Dominique Mukanyawa Banza envisage une descente dès la semaine prochaine pour évaluer et quantifier le besoin sanitaire pour une réponse à la fréquence de l'évolution de la maladie. Il nous revient maintenant pour respecter le caractère national du fonds, puisque le fonds est national, il n'est pas de Kinshasa seulement. Pour respecter ce caractère, nous nous dirigeons maintenant vers la première province, qui est la province du Congo central. Et elle fait partie aujourd'hui, je pense qu'on est déjà à 300 cas positifs déjà déclarés. Et donc pour cette raison-là, il y a urgence à se diriger vers cette province pour apporter notre réponse et appuyer la riposte qui se fait sur place. Avant de franchir les premiers pas, la compréhension sans équivoque sur les missions assignées à ces fonds serait indispensable. La collecte de fonds, l'orientation sous forme d'assistance aux hôpitaux des références retenues pour la prise en charge des patients Covid-19, l'apport dans la distribution des kits sanitaires recueillis des donations sont là. Quelques articulations des domaines d'intervention du Fonds national des solidarités de lutte contre les coronavirus. 3 sujets belges ont été reconduits à la frontière. Il leur est reproché d'avoir tenu des propos racistes et xénophobes à l'endroit d'un Congolais. La DGM, la Direction générale de migration, a tenu à apporter plus de précisions sur cette expulsion au travers d'une conférence de presse à laquelle a assisté Renette Koulonga Mambou. La mesure de l'éloignement du territoire national de la République démocratique du Congo, sans préjudice de l'ordonnance signée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Direction générale des migrations, DGM, a mis en garde en rappelant à tous les étrangers exerçant leurs activités en RDC au strict respect de la loi du pays et au bannissement de tout comportement à caractère raciste et xénophobe sous toutes ses formes.
C'est au cours d'un point de presse que le numéro 1 de la DGM s'est indigné à ne pouvoir tolérer que ces 3 sujets belges dont Delcomen Alain Jean-Claude, Delpar Alexis et Evan Landek Alain Nadège, qu'il y a eu à présenter devant la presse nationale qu'internationale devrait subir la rigueur de la loi compte tenu des propos à caractère raciste et xénophobe en violation de la Convention internationale dont les intéressés ont fait l'apologie de la colonisation de l'esclavage, assimilant sans vergogne notre compatriote, le bourgmestre belge, à un primate fait dont la gravité n'est pas à démontrer avec comme circonstance aggravante la vague internationale des désapprobations consécutives aux graves événements racistes survenus aux États-Unis d'Amérique. Et puis cette dépêche qui nous vient du ministère de l'Intérieur, du ministère qui constate ces dernières heures à Kinshasa et dans certaines provinces une montée inquiétante de la tension tant au sein de la classe politique que de celle de la société civile. Cette atmosphère de tension permanente est exacerbée par des discours politiques qui menace la consolidation de la paix sociale en cette période de fragilité où notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à la pandémie à coronavirus Covid-19. Ainsi, le ministère de l'Intérieur saisit cette occasion pour appeler les uns et les autres à la retenue et à plus de responsabilité afin de favoriser un climat de paix, de sécurité et de sérénité, gage de développement de notre pays. Aussi, le ministère appelle à l'attention de l'opinion que conformément à l'ordonnance du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire à travers le territoire national, toutes les manifestations publiques réunissant plus de 20 personnes sont interdites. Les gouverneurs de province et les responsables de tous les services de sécurité sont appelés, chacun en ce qui le concerne, à faire appliquer sans complaisance cette mesure. Les récalcitrants seront appréhendés et subiront la loi dans toute sa rigueur. À la faveur de 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le Musée national accueille un forum sur la reconstitution et la revisitation du patrimoine culturel congolais. Luxon Kabala. Ouvert depuis mercredi 25 juin, ce forum a connu quelques temps forts. La présentation et l'accueil de tous les panélistes par les conseillers principaux du chef de l'État en charge de culture et art et questions religieuses. La revue et l'état des lieux de la situation générale du patrimoine culturel congolais se trouvant à l'étranger. Pour la deuxième journée, 3 intervenants ont exposé et expliqué tous les alentours de cet événement. La reconstitution étant une question nationale au terme duquel 400 ethnies de la RDC vont récupérer leurs œuvres à la fois culturelles et historiques. La RDC va totaliser bientôt 60 ans d'indépendance. C'est une remise en question, la reconstitution de nos archives et du patrimoine culturel. Il faudra remettre de l'ordre dans ce secteur. Il y a plusieurs tribus, il y a d'innombrables œuvres à récupérer, nos mentalités, nos œuvres, notre façon de vivre. Voilà pourquoi nous voudrions que 60 ans après, que nous ayons aujourd'hui un musée construit par les Congolais. Pour sa part, le représentant de l'UNESCO a fait la lecture de l'implication de l'UNESCO depuis les années 1970. Ici, nous avons été associés à ces activités pour d'abord éclairer l'opinion, mais pas seulement l'opinion, mais aussi tous les experts qui travaillent dans le projet ou dans le processus d'une éventuelle restitution des biens culturels à la RDC, éclairer sur les directives opérationnelles de la Convention de 1970, où nous en sommes, d'où est partie l'idée, d'où est partie la question de restitution et comment est-ce que la RDC peut bien sûr lancer ce processus, sachant très bien que la RDC parmi les pays qui ont été au niveau de l'Afrique les premiers à pouvoir réclamer le patrimoine.
Pour le professeur Yoka, les 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo ont constitué une parenthèse de souffrance recouvrant les résistances artificielles. C'est-à-dire que pendant la colonisation, ceux qui nous ont colonisés, qui avaient la puissance du pouvoir et de l'administration, ont pu parcourir le pays et, rafler, essentiellement rafler des signes de vie, mais de vie spirituelle, des masses, des créations de nos ancêtres. Et parfois même plus grave que ça, ils ont pu prendre des restes humains qu'ils ont amenés dans leur musée en Europe. Il est à noter que, au-delà de l'apport moral et intellectuel de tous les Congolais, cette restitution doit également se dérouler dans un esprit d'humilité et de concertation. Le 27 juin, c'est la journée mondiale du froid. L'agence spécialisée des Nations Unies réfléchit sur la chaîne de froid pour la vie à Kinshasa. La communauté nationale entend sensibiliser sur les enjeux du développement dans l'optique de réduire les pertes alimentaires. Néné Maïzana. 26 juin de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale du froid. Journée instituée par l'Institut international du froid et les programmes des Nations unies pour l'environnement dans le but de sensibiliser et d'améliorer l'accessibilité du secteur du froid à tous les publics à l'échelle internationale en mettant en place des initiatives sur les marchés nationaux. À Kinshasa, la journée fut célébrée à l'Institut national de préparation professionnelle avec les thèmes retenus la chaîne du froid pour la vie. Les experts et les professionnels du froid et de la climatisation se sont réunis pour réfléchir sur les enjeux du développement de la chaîne du froid en République démocratique du Congo. C'est en vue de réduire les pertes alimentaires et améliorer l'accès au marché qui favorise la production agricole. Le froid est un facteur important du développement. Pour produire les médicaments, pour produire les vaccins, on a besoin du froid. Le froid vous permet d'éviter de manger des produits qui sont impropres à la consommation. Comment faire parvenir la production du Nord Kivu à Kinshasa si on n'a pas une chaîne du froid? La chaîne du froid doit être respectée de la production à la consommation en passant par les transports et la conservation pour une stabilité de la sécurité alimentaire et sanitaire. Une visite des laboratoires et ateliers des services froids et climatisation de l'UNPP a clôturé les programmes des activités de la deuxième journée mondiale du froid 2020 en République démocratique du Congo. La chaîne du froid sauve des vies, la chaîne du froid réduit la faim. Un marché central vient de voir le jour au sein de la FIKIN, la foire internationale de Kinshasa. Chaque samedi, ce marché au sein de la FIKIN, les femmes entrepreneurs exposent des produits agricoles et autres produits de pêche et d'élevage. Sandra Nyangui a pu acheter quelques produits issus de ce marché de la FIKIN. Désormais, le sol doit primer sur le sous-sol en République démocratique du Congo. Les femmes entrepreneurs regroupées au sein de la Commission nationale des femmes de la Fédération des entreprises du Congo FEC l'ont bel et bien assimilé. Chaque samedi, ces femmes évoluant dans l'industrie, précisément dans l'agro-industriel, la phytocosmétique, l'agriculture, pêche et élevage, pour ne citer que ça, se donnent rendez-vous à la foire internationale de Kinshasa pour le marché de samedi. Une trouvaille des femmes de la FEC pour permettre aux ménages des communes de la capitale de s'approvisionner en légumes, poissons, volailles et autres produits de première nécessité frais et bio made in DRC. Ce marché se veut un véritable lieu d'échange, comme l'explique Madame Edith Massamba, présidente de la commission provinciale de femmes de la FEC. Il y a un marché ici, marché égale échange. Donc ceux qui veulent vendre et acheter, ils peuvent venir. Pour le moment qui sont dans la transformation, dans l'agriculture, dans le commerce et l'élevage, tout ça, leur place est ici en tant qu'entrepreneur. Celles qui veulent acheter, en gros ou en détail, qu'elles viennent, chaque samedi nous sommes ici, de 9h à 15h pour les accueillir. Et donc elles viennent, elles vont trouver satisfaction. Les prix sont abordables. Voilà, nous avons dans la transformation deux filières. Il y a la filière agroalimentaire pour toutes les femmes qui transforment les produits alimentaires. Nous avons une filière cosmétique pour toutes les femmes qui, à partir de plantes,
font des produits de beauté, type pommade pour cheveux, huile pour beau, lait de beauté, huile pour corps et tout ça. Il y a aussi cette filière. Nous avons aussi la filière artisanat, celles qui font les cache-nez par exemple, le foulard et tout ça. Et il y a aussi la filière chimique. Ces mamans sont accompagnées par la FEC pour devenir dans les tout prochains jours les vrais entrepreneurs et agrandir leur business. Car l'investissement dans le sol apporte toujours le développement dans un pays. Et puis sur nos antennes, M. Augustin Kabouya de l'UDPS a tenu certains propos à l'endroit de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Pour Augustin Kabouya, M. Minakou avait quitté la magistrature à la suite d'une décision de révocation de 315 magistrats. Ce soir, nous avons un droit de réponse de M. Aubin Minakou, l'honorable Minakou, qui informe M. Augustin Kabouya qu'étant encore magistrat, il fut nommé après mise en détachement en février de 1998, conseiller au cabinet de l'ancien ministre de la Justice Mwenze Kongolo, qu'avant la révocation collective susmentionnée, il fit même partie des différentes délégations qui furent déployées à travers la République pour enquêter sur la moralité et les qualités professionnelles de chaque magistrat, sans exception, que plus tard, ayant choisi de se verser dans la politique active du pays, il dut en 2006 solliciter avec succès une décision de sa hiérarchie le plaçant en disponibilité. En 2008, élu député, il entreprit également avec succès des démarches pour obtenir l'ordonnance présidentielle prenant acte de sa démission avec l'option de s'inscrire au barreau, inscription qui n'eût pu être possible s'il avait été révoqué. Aussi, poursuit ce droit de réponse de M. Minakou. Il est-il aujourd'hui inscrit régulièrement au tableau des avocats du barreau de Kinshasa Matete? N'est-il pas exigé en droit congolais à celui qui allègue un fait d'en apporter la preuve? Le service du journal officiel n'est-il pas accessible à tous pour qu'on ne se permette pas d'évoquer sur la place publique des faits portés par des textes officiels avant de les avoir vérifiés? La liberté d'information par la télévision étant limitée par le respect de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui, ainsi qu'en dispose l'article 24 de la Constitution de notre pays. Monsieur Minakou n'a jamais, et alors jamais, été révoqué de la magistrature. C'était donc là le droit de réponse de M. Aubin Minakou. Ce droit de réponse met fin à ce journal. Je vous rappelle la principale information que le vice-ministre de la Justice, Célestin Tunda Kassende, a été arrêté et conduit au parquet général près la cour d'appel, près la cour de cassation. Les plus amples informations sur cette arrestation du ministre de la Justice dans nos éditions ultérieures. Merci infiniment d'avoir suivi ce journal. Excellent week-end à tous et à toutes. Au revoir.